Aujourd'hui, on plonge dans un article absolument fondamental, un travail qui a valu un prix Nobel à son auteur Elinor Ostrom. Et pour cause, elle s'est attaquée à une des idées les plus ancrées en économie, celle que l'humain est fondamentalement égoïste et incapable de collaborer pour le bien commun, à moins d'y être forcé. On va décortiquer ensemble comment son analyse est venue complètement changer la donne. La question de recherche qui est au cœur de tout ça, elle est d'une simplicité désarmante, mais elle est très, très profonde. Pourquoi est-ce que quelqu'un paierait sa part pour un projet commun s'il peut en profiter gratuitement? C'est le fameux problème du passager clandestin, le free rider. C'est vraiment le casse-tête que cet article cherche à résoudre, parce qu'on va le voir, la réponse de la théorie classique était loin d'être satisfaisante. Alors, pour bien suivre son raisonnement, on va y aller par étapes. D'abord, on va regarder le paradoxe de la coopération. Ensuite, on verra ce que les expériences en laboratoire nous ont appris. Après ça, on va explorer la nouvelle théorie du comportement qu'elle propose, puis comment la coopération arrive à survivre dans le monde réel. Et finalement, on verra pourquoi tout ça est si important. On commence tout de suite avec la première partie, le paradoxe de la coopération, c'est-à-dire le fossé qui existe entre ce que la théorie économique prédisait et ce qu'on observe dans la vie de tous les jours. OK, la théorie qui dominait à l'époque, c'était la thèse de la contribution zéro, développée par Mancour Olson. L'hypothèse de base est que si un individu est rationnel et ne pense qu'à son propre intérêt, eh bien, il ne contribuera jamais volontairement à un projet collectif. La logique derrière ça, c'est que, individuellement, c'est toujours plus payant de laisser les autres faire l'effort. C'est ce modèle de base qu'Ostrom va remettre en question. Et la citation de Olson le dit noir sur blanc, à moins d'être forcé ou qu'il y ait un mécanisme spécial, un individu rationnel et égoïste n'agira tout simplement pas pour le bien du groupe. La prédiction est donc très pessimiste. L'action collective devrait systématiquement échouer. Et c'est là que le paradoxe frappe. D'un côté, on a une théorie qui nous dit « personne ne va contribuer, le chacun pour soi est la seule stratégie logique ». Mais de l'autre, on n'a qu'à regarder autour de nous. Les gens votent, ils donnent à des œuvres de charité, ils font du bénévolat. Il y a un décalage énorme entre le modèle et la réalité. Et c'est cette anomalie qui est le point de départ de toute la recherche d'Ostrom. Bon, alors comment on fait pour trancher? Comment savoir si la théorie est à côté de la plaque? On passe à la deuxième partie, ce que les expériences en laboratoire nous apprennent. C'est la méthodologie qui va permettre de tester l'hypothèse d'Olson dans un environnement parfaitement contrôlé. Et qu'est-ce que ces expériences ont révélé? Eh bien, le premier résultat, c'est un véritable tremblement de terre pour la théorie classique. Dans ces jeux où la théorie prédisait une contribution des zéros, les participants donnent en moyenne, dès le premier tour, entre 40 et 60 % de ce qu'ils possèdent. Juste ce chiffre, ça vient démolir la thèse de la contribution zéro. Mais ce n'est pas tout. En creusant, on a découvert d'autres faits qui ne cadrent pas du tout avec le vieux modèle. C'est vrai, les contributions ont tendance à baisser un peu avec le temps, mais elles restent toujours bien au-dessus de zéro. Plus on croit que les autres vont coopérer, plus on a tendance à coopérer soi-même. Et un truc fascinant, juste le fait de laisser les gens se parler face à face fait exploser les taux de coopération. On a même vu des gens payer de leur poche pour punir les profiteurs. Le modèle de l'égoïste rationnel est incapable d'expliquer tout ça. Clairement, ces résultats empiriques nous forcent à repenser les choses. On entre donc dans la troisième partie, la nouvelle théorie du comportement d'Ostrom. Son argument, au fond, est très simple. L'erreur du modèle classique, c'est de supposer que tout le monde est pareil, que tout le monde est un égoïste rationnel. Elle va nous montrer que la population est beaucoup plus diversifiée que ça. Ostrom propose donc une nouvelle conceptualisation. Elle dit qu'il y a plusieurs types de joueurs. Le premier type, ce sont effectivement les égoïstes rationnels. Ils existent, ils sont bien là et ils se comportent exactement comme le modèle d'Olson l'avait prédit. Ils ne coopèrent jamais parce que ce n'est pas dans leur intérêt financier direct. Mais, et c'est ça la clé, il y a un deuxième type, les coopérateurs conditionnels. Ces gens-là sont prêts à collaborer, mais à une condition, qu'assez de monde le fasse aussi. Ils fonctionnent sur le principe de la réciprocité. C'est leur présence qui explique pourquoi on voit des taux de coopération si élevés au début des expériences. Et finalement, pour que le système tienne, il y a un troisième type de personnes, les justiciers volontaires, si on veut. Ce sont des gens qui sont prêts à payer un coût personnel pour punir ceux qui ne jouent pas le jeu, même s'ils n'en retirent aucun gain direct. Ce sont eux qui aident à maintenir la coopération sur le long terme en décourageant les profiteurs. D'accord. Cette nouvelle théorie avec 3 types de joueurs, elle semble bien fonctionner pour expliquer ce qui se passe en laboratoire. Mais est-ce qu'elle est valide dans la vraie vie? On passe à la 4e partie pour voir comment la validité de cette théorie a été testée sur le terrain. Pour tester ça dans le monde réel, Ostrom change complètement de méthodologie.
Sa source de données, ce ne sont plus des expériences, mais des études de cas très approfondies. Elle a analysé des centaines de groupes partout sur la planète qui ont réussi, par eux-mêmes, à gérer des ressources communes, comme des forêts, des pêcheries, des systèmes d'irrigation, et ce pendant des générations, sans intervention de l'État. C'est la partie empirique cruciale de sa démonstration. Et qu'est-ce que ces observations révèlent? Un résultat majeur. Elle a identifié 8 principes de conception qu'on retrouve presque systématiquement dans les groupes qui réussissent. Ça va de choses comme avoir des frontières claires pour la ressource, à des règles qui sont adaptées aux conditions locales, à la possibilité pour les membres de participer aux décisions. Il y a aussi des systèmes de surveillance et des sanctions graduées pour ceux qui ne respectent pas les règles. Ce sont les institutions que les coopérateurs et les justiciers se sont créés pour faire fonctionner la coopération durablement. On arrive maintenant au bout du raisonnement. Quelles sont les grandes implications de toute cette recherche? C'est notre 5e et dernière partie. Pourquoi c'est important? La thèse centrale d'Ostrom, c'est une révision majeure de la pensée économique. Elle nous dit que non, les êtres humains ne sont pas condamnés à l'échec collectif et à la surexploitation des ressources. On aurait une propension, probablement héritée de notre évolution, à apprendre des normes sociales, à construire la confiance et à créer des institutions pour régler nous-mêmes ces problèmes d'action collective. Et cette nouvelle compréhension a des implications politiques très concrètes. Ça suggère que d'imposer des règles et une surveillance de l'extérieur par le haut peut en fait être contre-productif. Ça peut évincer la motivation interne des gens et les normes de coopération locale. À l'inverse, si on donne aux communautés le pouvoir de créer et de gérer leurs propres règles, on permet aux normes sociales d'évoluer et on augmente les chances de résoudre les problèmes de l'intérieur par le bas. Et on termine avec une question qui nous force à réfléchir. Si les communautés locales peuvent souvent se gouverner elles-mêmes de façon efficace, quel est alors le meilleur rôle pour un gouvernement central quand vient le temps de régler des problèmes locaux? Le travail d'Ostrom ne dit pas qu'il n'y en a pas de rôle, mais il nous oblige à le repenser complètement. Merci d'avoir suivi cette analyse.